Le fait que mon micro ne marche pas, je crois, est une indication très explicite que nous en venons à la fin de cette matinée, que je fais obstacle à bien des égards au déjeuner qui va suivre. Et sur cette base, je me joins à la remarque de M. Fémon un peu plus tôt, à savoir que ça a été une matinée très pleine, que bien des choses ont été dites et qu'il est difficile pour nous dorénavant, qui parlons en généralité du reste, d'éviter de retourner vers les analyses ou les analogies historiques ou les conclusions qui ont déjà été présentées. Tout d'abord, néanmoins, laissez-moi vous dire que bien que je présenterai une perspective américaine, je poursuivrai mes propos en français plutôt qu'en anglais. C'est, je crois, un droit de naissance, en toute franchise. J'ai passé bien de bonnes journées ici à Skirat, qui était une belle plage avant qu'elle ne soit ce qu'elle est devenue. Et c'est donc dans le contexte d'un individu qui a été adopté à bien des égards par trois continents, les trois continents qui sont au centre de notre discussion, l'Afrique où je suis né, plus particulièrement le Maroc, évidemment, l'Europe où j'ai étudié plus particulièrement la France, mais aussi et surtout les États-Unis où j'ai acquis l'identité que j'ai, tempérée par le tempérament français, par ce dynamisme marocain qui m'est resté, que je réagis on ne peut plus favorablement à cette notion d'une initiative tricontinentale atlantique. Comment pourrais-je y résister? Ce serait me nier à bien des égards. Pourtant, j'hésite. C'est sans aucun doute une grande ambition, à la mesure, je crois, des principaux partenaires qui, de par leur histoire et par leur géographie, ont une vocation de regarder au sud, vers l'Amérique latine, mais aussi vers l'Afrique pour les États-Unis d'Amérique, et vers l'Afrique et le Proche-Orient pour les Européens. C'est aussi une idée d'une grande audace, à la mesure, je crois, Monsieur le Haut-Commissaire, de la crédibilité et de la réputation du Maroc. Venant d'ailleurs, peut-être une telle initiative n'aurait pas reçu les applaudissements globaux qu'elle semble recevoir autour de cette table et au-delà de cette table. De Gaulle, dont le nom vient d'être évoqué, aimait dire, car il le disait souvent, viser haut et voir loin. Oui, cela reflète cette aspiration, cette audace. Mais il faut le faire néanmoins, je crois, avec prudence. Il faut le faire néanmoins, je crois, sans illusion. Oui, ça s'est fait au nord. Mais ça s'est fait au nord de façon exceptionnellement difficile et dans des conditions qui ne seraient pas aujourd'hui répétables. Ça s'est fait au nord, non seulement en fonction de petits projets, un petit marché commun où les Français vendraient du blé et les Allemands vendraient des Volkswagen, mais ça s'est fait à 4 entités politiques. La France, l'Italie, la moitié de l'Allemagne et les 3 pays du Benelux, ces 4 entités politiques ayant l'avantage d'être exceptionnellement homogènes pendant la période de conceptualisation de la construction européenne. Cette homogénéité, je crois, en tout état de cause,
n'est pas apparente aujourd'hui sur la totalité d'un espace atlantique à 4 rivages. Et en fait, les difficultés de cette création d'un espace politique à 4 rivages se retrouvent de la façon la plus simple en examinant les difficultés affrontées aujourd'hui par l'espace atlantique à 2 rivages. 50 ans après l'organisation de cette grande alliance entre les États-Unis et les États européens, et 50 ans après le lancement de la communauté, entre guillemets, européenne. Je crois qu'à l'examen, cet espace euro-atlantique à 2 rivages suggère des réalités fondamentales qui risquent de faire obstacle et qui risquent de ralentir les initiatives tricontinentales atlantiques que nous devons néanmoins poursuivre dans l'esprit de dialogue et de réflexion que vous annoncez. Laissez-moi suggérer ces 3 réalités très rapidement. La première d'entre elles, c'est que l'espace européen a besoin de se compléter pour fournir une base solide à ses efforts. Pour se compléter, l'espace européen a besoin d'aller de l'avant pour ce qui est de la soi-disant finalité de l'Union européenne. Soyons francs, pour refaire l'Alliance, il faut faire l'Europe. On ne refera pas l'Alliance État par État. On la fera dans la mesure où il y a un dialogue qui peut être plus ou moins un dialogue d'ego entre les États-Unis et les États européens réunis comme une union. Or, en dépit de la brillante performance de la présidence française durant la seconde moitié de l'année 2008, l'Europe me semble quelque peu bloquée aujourd'hui. Comme l'indiquait du reste en passant l'amiral Langsad, il y a des problèmes institutionnels avec l'Union, problèmes de gouvernance, qui étaient évidents longtemps avant le débat sur le traité constitutionnel, ou les incertitudes quant à la ratification du traité de Lisbonne. Il y a des questions liées à l'élargissement, une fatigue qui sera difficile à surmonter. Il y a les problèmes de la crise, sans aucun doute. Il y a la PESC, qui est un projet depuis 50 ans et qui reste encore un projet aujourd'hui, en dépit des efforts de certains États, y compris la France. Il y a aussi des problèmes vis-à-vis de la finalité de l'Union européenne, liés en toute franchise à des problèmes d'État. Les États membres même, qui résistent à la notion d'abandonner davantage leur souveraineté, qui ne veulent pas aller de l'avant dans les besoins d'approfondissement, dans les besoins d'unité politique de cette union. Il y a des problèmes populaires, un nouveau populisme qui semble se répandre un peu partout au sein des États de l'Union européenne. Il faut que cette Union européenne se fasse et que la relance se poursuive aussi dynamiquement que possible si, en fait, il va y avoir des contributions sérieuses de la part des États européens et des États-Unis à l'initiative et aux initiatives tricontinentales atlantiques. Je crois que là, c'est aux Européens de jouer, avec le soutien des États-Unis et un soutien explicite des États-Unis, parce qu'il n'y a pas de vérité dans la notion que les Américains ne sont pas confortables avec l'idée d'une Europe unie et forte. C'est un alibi qui est employé depuis des années pour expliquer
pourquoi les Européens ne font pas ce qu'ils ne veulent pas faire, en tout état de cause. Et puis il y a une deuxième réalité fondamentale, qui est liée au fait que l'espace euro-atlantique a besoin de se repenser. Ce n'est pas seulement l'espace européen, mais l'espace euro-atlantique a besoin de se repenser. Cela veut dire qu'il faut repenser la façon dont l'OTAN, qui est un pilier de cette alliance, est gérée. Il ne faut pas confondre supériorité, qui est une question de poids des Américains vis-à-vis de leurs alliés, et subjugation. Il faut savoir repenser la façon dont les décisions sont prises, et la consultation se fait avant que les décisions ne soient prises. Comme cela, par exemple, n'a pas été le cas il y a quelques années dans le contexte des conflits que nous affrontons encore aujourd'hui. Repenser l'Alliance, repenser l'OTAN, c'est repenser non seulement la façon dont l'OTAN agit vis-à-vis et avec l'Union européenne, mais aussi la façon dont l'Union européenne agit avec et vis-à-vis des États-Unis. Ça n'est pas clair, ça n'est pas clair. Cette base institutionnelle semble se faire une organisation à la fois. Et dans la façon dont la puissance est conçue, dans la façon dont les dossiers sont affrontés au XXIe siècle, nous savons dorénavant que nous ne sommes pas divisés, Américains et Européens, par notre puissance et vos faiblesses, mais nous sommes unis par nos mesures respectives de puissance et nos mesures respectives de faiblesse. Les faiblesses des États-Unis étant compensées par la puissance des Européens dans un certain nombre de directions, et la puissance des Américains servant à compenser les faiblesses des Européens dans certaines dimensions. Je crois que pour repenser cet espace euro-atlantique, c'est aux Américains de jouer. Comme Obama, du reste, le président a commencé de le faire, en réponse à certaines ouvertures de la part d'États membres clés, y compris la France et l'Allemagne après leurs élections respectives de 2005 et 2007, je crois, et de voir si, là aussi, une stabilisation de ce socle euro-atlantique servirait à favoriser l'initiative tricontinentale atlantique. Et finalement, il y a une troisième réalité. C'est la réalité des dossiers. C'est la réalité des dossiers. Moi, je veux bien viser haut et voir loin, mais je suis hanté par le court terme. Et les politiques doivent réagir au court terme. Et il y a des dossiers d'une urgence et d'un sérieux qui simplement ne peuvent pas être mis de côté. Parce que nous faisons face à un moment qui est un moment charnière, comme ça s'est dit plusieurs fois, dangereux, qui combine trois agendas sécuritaires différents. L'agenda de l'après-guerre froide, l'agenda de l'après-11 septembre et l'agenda de la globalisation. Chacun de ces agendas serait exceptionnellement difficile à gérer. Dans le contexte de l'après-guerre froide, c'est effectivement le fait que le moment unipolaire ne pouvait pas durer et que donc il allait se développer une certaine multipolarité, non seulement autour de puissances ascendantes, mais aussi de nouveaux acteurs politiques, de nouveaux acteurs étatiques, de nouveaux acteurs institutionnels. Il faut ouvrir le jeu. Il faut ouvrir le jeu. L'avenir nous dira ce qu'il en est des relations entre les États-Unis et la Chine. L'avenir nous dira comment, en fait, un jeu à 5 grandes puissances peut être joué dans l'avenir. Ce n'est pas acquis. Et en fait, il n'est pas acquis que les puissances ascendantes continueront d'être ascendantes indéfiniment. L'histoire est pleine de surprises et de discontinuités, comme nous l'avons appris en 1900-1914, à la lecture des livres qui nous ont été fournis. Mais il y a aussi l'agenda de l'après-11 septembre. Une aberration, le 11 septembre 2001,
ou la définition d'un nouveau monde, où en fait la façon de s'affirmer serait dans sa capacité de s'engager dans une tuerie sans véritable explication et logique. Nous sommes tous dans le même bateau de ce point de vue. Et nous ne pouvons pas prétendre qu'une guerre ici ou une guerre là, ou un conflit ici, un conflit là, appartient à un homme, un président, américain ou autre. Parce que c'est une réalité collective que nous affrontons et que nous ne pouvons affronter qu'ensemble et non pas séparément. Et finalement, il y a toutes ces questions de globalisation qui ont été énoncées. Et là aussi, il est évident qu'aucun pays, de par lui-même, aucune institution seule ne peut les affronter. Nous devons nous assurer, non pas que nous ferons tout tous ensemble, mais que tous ensemble, nous ferons tout, dans l'esprit de complémentarité. Et je crois que ces trois réalités définissent les limites de notre capacité à s'engager dans une initiative tricontinentale atlantique. Elliott Abrams le disait, je crois, très clairement. Ce n'est pas une question de bâtir des institutions et de tout faire tout de suite, et ce n'est pas votre intention, évidemment, mais de s'avancer dans la création de partenariats, si vous voulez, à géométrie variable, de partenariats à satisfaction variée, à privilèges variés, toujours conscients de certaines dimensions qui doivent être respectées si nous allons poursuivre un partenariat ou l'autre, comme cela s'est fait en 1949-1957 dans le contexte de la création d'un espace euro-atlantique, à savoir des critères de flexibilité, des critères de spontanéité, des critères d'efficacité qui non seulement nous aident à construire l'agenda pour chacune de ces initiatives tricontinentales atlantiques, mais aussi d'en mesurer la satisfaction afin de créer une espèce d'escalade dans la recherche de cet espace pour l'année 2030 et au-delà, en fonction de notre habileté à compléter l'espace euro-atlantique et à traiter de l'agenda du moment. Merci.